faut jamais oublier que la chose le plus importante qu'on découvre dans les musées, c'est l'émerveillement. L'idée d'être transporté à un lieu différent, de faire réfléchir à des choses. Et c'est ça qui est important dans les musées. Bonjour, je suis Glenn Laurie, titulaire de la chaire du Louvre et aussi le directeur émérite du MoMA à New York. Je suis ravi d'être avec vous et pour vous montrer des endroits au Louvre qui sont très importants pour moi. Un lieu qui a été vraiment essentiel pour mon formation intellectuelle pendant que j'étais un étudiant et aussi un conservateur de l'art islamique à Washington. J'aime beaucoup cet espace devant la pyramide parce que la pyramide fait un axe évident avec l'Arc de Triomphe, Place de la Concorde, la Défense, mais aussi ça crée un espace extraordinaire pour le public. Quand j'arrive au Louvre et je vois la foule qui est devant cette pyramide, un symbole fort de l'Antiquité. Ce que je comprends, c'est que le Louvre est devenu un lieu civique, aussi artistique, social aussi. Les gens qui sont ici pour leur mariage. Je crois que IMP a fait quelque chose d'extraordinaire en comprenant comment on peut centrer cet espace énorme. Alors là, on tombe sur le radeau de la Mélusine, vraiment un tableau qui m'impressionne tellement. Chaque fois que je le vois, je suis transporté par Jéricho. Donc pour moi, ce radeau de la Mélusine, c'est une œuvre clé du Louvre et aussi qui transporte à l'histoire contemporaine. C'est une histoire tragique. On voit l'impact de l'esclavage sur la figure en haut du radeau, mais aussi la tragédie humaine qui se déroule ici. On pense que le Louvre, c'est un lieu des objets anciens, mais c'est aussi un lieu de l'art contemporain. C'est un objet qui a été fait en 1819, mais qui a été acheté par le Louvre presque 5 ans plus tard, jusqu'après la mort de Jéricho. D'abord, quand je vois ce tableau, je suis complètement étonné. Premièrement, ça a été restauré récemment, c'était un peu opaque. Maintenant, on voit la luminosité que Delacroix a trouvée ici, on voit la force de cette femme qui représente la liberté, on voit l'impact de cette révolution qui est à la centre de la modernité. C'est vraiment un tableau qui nous mène toujours dans le présent. Et maintenant que la démocratie est en tension partout dans le monde, on voit l'importance de ce symbole de la victoire, de la démocratie, de la peuple qui est présent ici dans ce tableau. Et aussi, on le sent au moment. Rien de mieux de regarder la victoire de Samothrace comme ça. C'est d'une beauté, d'une sensibilité absolument extraordinaire. Là, c'est pour ça que les musées existent. Je me souviens très bien, la première fois que je suis venu au Louvre, j'avais peut-être 7 ou 8 ans. Ma mère m'a amené ici à Paris pour voir mes cousins et cousines. Et elle m'a dit, il faut aller au Louvre. J'ai dit, pourquoi je ne veux pas aller au musée? Et elle m'a dit, c'est essentiel, il faut y aller. On est venu ici, elle m'a pris par la main, elle m'a amené devant la victoire de Samothrace et elle m'a dit, regardez ça. À l'époque,
Je pensais que c'était une merveille parce que c'était tellement plus grand que moi. Et quand on le voit comme ça, de loin, on est transporté par cette beauté, mais aussi de sa grandeur, sa amplitude. Et j'étais émerveillé. Mais j'ai compris quelque chose. Je crois que les musées sont essentiels pour le développement de l'émerveillement. Ils sont des lieux d'émerveillement. Évidemment, ils sont des lieux historiques où on apprend des choses, mais il ne faut jamais oublier que la chose le plus important qu'on découvre dans les musées, c'est l'émerveillement. L'idée d'être transporté à un lieu différent, de faire réfléchir à des choses extraordinaires, d'être catalysé par les objets. C'est ça qui est important dans les musées. L'émerveillement, c'est quelque chose d'essentiel dans la vie. Moi, je trouve que ce miroir, c'est fascinant, hein, parce qu'on regarde le tableau et on le voit de loin. On le regarde comme un fait. Par contre, quand on regarde dans le miroir, on est dans le tableau. C'est un geste tout à fait extraordinaire et qui nous lie avec l'exposition David qui se déroule maintenant ici au Louvre, est une exposition absolument extraordinaire et de grande importance. Et comme cet jeu avec le miroir qui nous fait réfléchir à David lui-même qui a utilisé les miroirs, nous donne un sens le moyen qu'on peut créer des relations entre les objets, les tableaux, la peinture et nous-mêmes dans l'espace. Et c'est ça qui est fascinant. C'est toujours quelque chose de nous qui se trouve dans les objets. Ce que je trouve avec l'architecture, c'est léger. Et les anciens ailes de Denon, Richelieu, ils sont pesants, hein, n'est-ce pas? C'est une architecture forte. Par contre, on arrive ici, il y a une légèreté de l'architecture qui ouvre sur le monde et qui nous transporte. On se sent tellement bien dedans qu'on commence à regarder les objets. Et c'est ces objets qui sont absolument extraordinaires. La qualité de la collection est vraiment remarquable. Vous l'avez dit, c'est un espace qui invite à la délectation, à la méditation. En fait, le visiteur vient chercher, je pense, chez nous, une forme d'apaisement, en fait, et une forme d'harmonie. Une harmonie des formes, une harmonie du sens. C'est vraiment apporté par cette architecture très lumineuse, cette architecture transparente. C'est vraiment un art de la lumière. Et il est vrai que Rudy Ricciotti et Mario Bellini ont magnifiquement transposé ce sens de la lumière. Cette quête en stuc, je ne sais pas ce qu'elle vous inspire, mais vous parlez de sérénité, avec quand même cette expression très apaisée, une fois de plus un type physique peu de mutasie, et un sourire un petit peu énigmatique, et ces restes de polychromie qui nous rappellent également, on parlait de la lumière, mais qui nous rappellent que ces arts de l'islam étaient un art très coloré. Oui, parce qu'on pense toujours que l'islam est contre les images, contre la figuration. Par contre, c'est pas juste. Il y a une longue histoire en islam de créer des formes figuratives. Et moi, quand je vois la tête, je pense de l'Asie centrale, mais je pense aussi de la Chine et de la transmission des cultures entre la Chine, l'Asie centrale et finalement le reste du monde. Pour moi, c'est une des œuvres les plus emblématiques du département. On est au 9e siècle ici. Et cette modernité dont on parle, elle est voilà, sur cet élément de décor et, comme vous le disiez, une transposition finalement dans un langage
extrêmement aigu, Oui, en fait, dans les exact. traits, dans l'oblique, dans les jeux de lumière Ouais. aussi. On tombe sur mon objet presque Ah oui. préféré Alors, dans le Louvre. ouais. Non, cet objet, c'est incroyable. Le cristal rocher, un matériau très très dur à travailler, mais ici, avec une légèreté, une qualité sublime, mais aussi cette idée de transférence, un objet qui a été fait en Égypte, qui se trouve en Sicile, qui est donné comme cadeau à un Français, Thibaut de Blois-Champagne. C'est une histoire merveilleuse. Et c'est une histoire d'échanges diplomatiques, mais c'est aussi l'histoire des objets. Le cristal de roche est un matériau merveilleux. C'est un matériau extrêmement dur. Moins de 10 objets de ce type-là conservés aujourd'hui dans le monde. Et cet objet a été travaillé dans un seul bloc de cristal. On parlait d'apaisement tout à l'heure, on parlait de se faire du bien au corps et à l'esprit. Je crois que c'est aussi, ce matériau est un vecteur en fait de cet aspect. Une œuvre qui pour moi me parle beaucoup, là encore qui est une synthèse absolument extraordinaire des traditions, je dirais, antiques et contemporaines. C'est vraiment quelque chose d'une beauté absolument étonnante. Et la calligraphie qui ouvre sur les bords et qui rétrécit, qui élargit. J'adore cette salle avec les plafonds de Georges Braque, ces oiseaux qui sont tellement légers, qui partent dans le ciel. Et pour moi, quand je rentre dans cette salle, je suis transporté par l'œuvre de Braque, mais ça me fait penser aussi à des hommes extraordinaires comme Georges Sale et comme André Malraux. Et Georges Sale, grand conservateur et directeur ici au Louvre, mais quelqu'un qui a commencé sa vie en étudiant l'art asiatique, mais qui est devenu aussi un expert de l'art contemporain, dit moderne, de l'époque. Et je trouve toujours un lien avec lui parce que j'ai commencé comme étudiant de l'art islamique et, faute de mieux, je suis devenu quelqu'un qui est vraiment viré sur l'art contemporain et moderne. Et son histoire, qui est liée évidemment avec Braque, mais aussi avec André Malraux, pour moi, André Malraux, c'est le grand penseur du moment, parce qu'il a compris que les musées sont des faits de l'imagination, pas uniquement des faits des objets, et que tous les musées sont à la fin des imaginaires. J'adore cette salle. C'est vraiment un dialogue entre l'Antiquité et le présent, entre des artistes de l'Antiquité et de Cy Twombly qui a fait le plafond. Ce plafond, c'est une méditation sur la sculpture. Tous les noms qui sont inscrits en haut, c'est des grandes sculptures du IVe siècle avant Jésus-Christ. Et pour moi, Twombly nous fait penser à l'Antiquité et créer ces liens entre lui et les grandes sculptures et les grands artistes de l'histoire et nous met dedans. Je crois que c'est très important de comprendre comment l'art contemporain peut animer l'histoire du Louvre. Ici, dans cette salle où ce dialogue se déroule entre Twombly et les grands maîtres de l'Antiquité, on comprend comment l'histoire peut être toujours dans le présent.
Moi, j'étais toujours fasciné par ces peintures de Hubert Robert du Louvre, parce qu'il a imaginé la Grande Galerie du Louvre, et ce qui est fascinant, c'est que, en regardant le Louvre, on voit que c'est un lieu pour les artistes. C'est les artistes qui travaillent dans le Louvre, il y a des autres gens qui se promènent, mais c'est les artistes qui occupent l'espace. Et si on regarde ces artistes, on voit très bien que la plupart de ces artistes sont des femmes. On voit la présence des femmes qui sont en train de créer leurs œuvres en regardant les grands maîtres du passé. Au même moment, il a imaginé en ruine et il a compris que l'histoire se déroule dans des moyens qu'on ne peut pas toujours prévenir. Et dans le présent, il y a toujours la possibilité d'un désastre. Mais l'idée du ruine, l'idée que le Louvre peut être reimaginé, me fait penser aux idées des imaginaires. Et c'est ça que Hubert Robert a compris, que le Louvre lui-même est un imaginaire créé par lui-même comme artiste. Et nous, en promenant dans le Louvre, en réfléchissant sur ces tableaux, peut créer nos imaginaires à nous-mêmes. C'est le moment que je commence à réfléchir sur André Malraux, qui est vraiment au centre de toutes mes conférences, parce que, avec l'idée du musée imaginaire, il a compris que l'idée d'un musée encyclopédique ou universel peut jamais exister. Le seul moyen dans lequel on peut créer un musée total, universel, c'est dans l'imagination, dans nos têtes. J'espère que vous allez me suivre dans ces conférences qui vont aborder toutes ces idées du musée comme un imaginaire. On va découvrir entre le 17 novembre et le 1er décembre comment les artistes pensent au musée, comment les conservateurs créent les idées du musée, comment nous, les visiteurs, les expériences, nous allons faire un voyage d'imagination ici au Louvre et partout dans le monde.